Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, dans notre émission Africa Europa, dans le cadre de la semaine Afrique, nous débattons de la relation Europe-Afrique avec les eurodéputés Udo Bullmann, Carlos Zorinho et Madame Marie Arena nous rejoindra très bientôt. En duplex, nous sommes avec Noëlla Koursaris Moussounka, Innocent Baloumé, ainsi que les journalistes Muriel Devé Maloumalou, Patrick Dongoudi et je co-anime avec Jean Boolé. Bonjour tout le monde. Udo Bullmann, vous êtes l'initiateur de l'Africa Week. Pouvez-vous nous présenter l'événement? Yes, bonjour and good morning everybody. Good It's morning. nice seeing you and we hope that we have a very exciting event this morning. Vous pouvez nous parler des objectifs de l'Africa Week? Week has a huge tradition in the Socialists and Democrats group because what we think, Socialists and Democrats, that African nations, African people and us, we have a huge chance to shape the future together. But that can only happen if we come together, if we talk to each other, identify challenges of tomorrow, jointly find solutions to that and enjoy discussing together, celebrating together. Unfortunately, now we have the pandemic, but these digital events we already organized last year and it functions very well. So the prospects are great, but we have to stick together. We have to come together, politicians, but not only, stakeholders from the business community, from the universities, journalists, civil society activists, but especially young people. We have to come together and find common ground of how to solve the problems and get new ground for tomorrow. That is the purpose of the Africa Week. This time we are shortly before the African EU Summit. That is also a great chance to interplay and to dialogue with the leaders of the world. Tout à l'heure, vous venez de parler des défis communs entre l'Afrique et l'Europe. Quels sont ces défis? Est-ce que vous pensez que le prochain sommet entre l'Afrique et l'Europe, qui va se tenir dans 2 semaines, est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment de repenser ce partenariat qui ne marche pas? On peut le dire. Est-ce qu'au cours de cette semaine africaine, est-ce qu'on va parler de ces relations, de façon de repenser cette relation? I think you are precisely right. It's not very difficult to identify the challenges of these days. There is, first of all, the COVID, the health crisis, the need to vaccinate the world, also the people in Africa. We have to support them in whatever means. There is the economic backlash according and as an impact of the health crisis. We see many economies in the global south, especially in Africa, suffering from the backlashes of the last 2 years. We have to develop strategies to fight climate change and enable our societies in the global north as well as in the global south to develop a sustainable way of living, a sustainable way of producing goods and services. That is a major task according to the Sustainable Development Goals of the 2030 United Nations Agenda. And in the middle, for me, the focus is the fight against inequalities, because only if the young people, I say it again, but not only the young people in African as well as in European nations get the chance to involve themselves, to develop their capacities, to contribute to the wealth of their nations, then we can do the job. And therefore we ourselves, Socialists and Democrats in the European Parliament and beyond, we urge on the European leaders as well as on the leaders of the African nation to find common ground. And for the Europeans, that means we have to design our measures of collaboration, our offers, whether that is Global Europe, NDG, the new financial initiatives, the Team Europe approaches according to these goals.
That is the new task, that is the challenge, and that is the issue on top of the debate. Bon, madame, aujourd'hui, on voit que le coup d'État revient en force en Afrique. Chose qu'on pensait appartenir à une autre époque. Mais on constate quand même une certaine faiblesse dans la réaction de l'Europe. Comment expliquez-vous cette situation? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce coup d'État, selon une certaine opinion, les gens pensent que c'est l'échec de la coopération entre l'Afrique et l'Europe. Et vous avez vu que la population africaine soutient en général ce coup d'État. On a vu au Mali, au Burkina Faso. En Guinée. Mais en Guinée aussi. Mais et puis, ce coup d'État met en difficulté les relations entre l'Afrique, notamment ces pays, et la France. Bon, je peux dire, et l'Europe. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce sommet qui va se tenir entre l'Union européenne et l'Union africaine, ce n'est pas une occasion vraiment de repenser à fond la coopération, le partenariat entre l'Afrique et l'Europe, et c'est dans tous les domaines? Alors, tout d'abord, merci pour la question. Je pense que c'est une question assez vaste et on était ici au Parlement européen avec une audition en commission Affaires étrangères où M. Le Drian, représentant l'Union européenne, non pas politique étrangère française, mais comme la présidence européenne aujourd'hui revient à la France, M. Le Drian est venu expliquer comment il allait gérer cette question du sommet Union européenne-Afrique. Et il a mis en évidence le triptyque qui était important dans le cadre de cette nouvelle relation, c'est-à-dire investir plus en Afrique, c'est-à-dire travailler sur les questions de la sécurité, et, selon M. Le Drian, travailler sur les questions de mobilité et de migration. Alors, on entend bien que ça peut être 3 sujets qui concernent à la fois l'Union européenne et l'Afrique, parce que les questions d'investissement sont importantes en Afrique, les questions de sécurité, on le voit dans la région du Sahel, sont extrêmement importantes, et les questions de mobilité, les visas, par exemple, des populations africaines vers l'Union européenne, la migration légale est aussi quelque chose de très important. Mais quand on creuse un petit peu ce que M. Le Drian met en avant, en tout cas, ça ne me parle pas. Ça ne parle pas parce que de quel investissement parle-t-on? Est-ce qu'on va continuer à faire les investissements tels qu'on les a fait dans le passé, c'est-à-dire des investissements qui ne respectent pas ou qui ne redistribuent pas vers les populations africaines? J'ai posé la question à M. Le Drian, est-ce qu'il estime que les investissements d'Areva au Niger sont des investissements qui redistribuent le bien à la population? Alors, il y a des intérêts, bien entendu, européens. On a besoin de l'uranium. Ben oui, parce qu'il y a l'énergie nucléaire, elle existe encore. Mais on ne peut pas voler l'uranium. Et donc, il faut avoir des contrats miniers qui sont des contrats qui sont transparents, c'est-à-dire qui n'alimentent pas la corruption dans les pays d'origine, qui sont des contrats qui respectent le droit des travailleurs, c'est-à-dire qui ne tuent pas les travailleurs dans les mines, et des contrats qui respectent l'environnement. On a vu aujourd'hui qu'il y a une mine au Niger qui a fermé, décidée par les investisseurs, parce qu'ils savaient que s'il y avait une enquête sur les dégâts environnementaux et sociaux, ils seraient redevables de millions d'euros. Et donc, ils ont préféré fermer anticipativement la mine. Ce genre d'investissement n'est pas acceptable. Et donc, il faut promouvoir les investissements, mais il faut des investissements durables qui respectent ces 3 objectifs que j'ai cités, la transparence, le développement économique et social des populations et le développement environnemental, la protection de l'environnement. En ce qui concerne le deuxième partie du triptyque, la sécurité, très bien. On le voit dans la région du Sahel, la question de la sécurité est primordiale pour les populations. Mais est-ce que la présence militaire telle qu'elle a été réalisée jusqu'à présent répond à ces besoins de sécurité? Moi, j'entends qu'à certains endroits du Mali, il y avait des villages qui se faisaient massacrer littéralement au village et que les interventions militaires ne se faisaient pas correctement. Pourquoi? Parce que ça ne menaçait pas les intérêts européens, ça ne menaçait que les intérêts africains. Et donc, l'intervention militaire ne se faisait pas. Non.
s'il y a intervention militaire, elle doit se faire évidemment dans l'intérêt des populations et donc tout le monde doit pouvoir être protégé. Alors il y a bien entendu les responsabilités africaines là-dedans et donc je ne dis pas que tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique est d'une responsabilité occidentale. Il y a des responsabilités africaines, mais il faut qu'on puisse construire ensemble. Et le dernier point, la question de la migration, ça a été le point culminant de la réponse de M. Le Drian. M. Le Drian dit « Nous allons mettre en place des mécanismes qui vont permettre à des personnes qualifiées africaines à venir en Europe. » Et je dis « Et les autres ? Que fait-on des autres ? Il y a des personnes qui aujourd'hui sont en besoin de protection, qui sont en besoin de bouger parce qu'ils sont dans des situations qui ne leur permettent plus de vivre. Et donc, est-ce qu'on va faire une sortie des cerveaux africains et on va laisser les populations qui sont dans le désespoir aujourd'hui en Afrique. Et donc il y a là aussi un enjeu à prendre sur la question migratoire. Or, j'entends de plus en plus de pays européens qui disent il faut, si on fait par exemple un partenariat commercial avec les pays africains, il faut que ces pays garantissent qu'ils maintiennent leur population dans les pays d'origine. Et je dis, mais pourquoi est-ce qu'on doit conditionnaliser ? Moi, je suis une fille d'immigrés et je suis une fille d'une personne qui a été échangée contre du charbon. Et des milliers de personnes de ce genre-là sont mortes dans les mines parce que c'était des accords entre des gens et de l'intérêt économique. Je ne voudrais pas que la relation Union européenne-Afrique soit de ce type-là. Et donc, il faut effectivement qu'on ait ces débats sans tabou dans l'intérêt des deux continents. Parce que si ça ne se fait pas, c'est simple, l'Afrique se détournera de l'Union européenne. Et ce n'est dans l'intérêt de personne d'avoir un continent africain qui se détourne de la relation avec l'Union européenne. Parce qu'il y en a plein d'autres qui sont intéressés par l'Afrique. Et nous n'avons pas l'exclusivité de l'Afrique. Notamment la Russie, comme on voit. Plein d'autres. Tout le monde est intéressé parce que vous êtes un continent riche, riche de sa population, mais aussi riche de ses sous-sols. Et donc, si nous n'avons pas une offre, je dirais, qui est une offre de construction vis-à-vis de l'Afrique, eh bien l'Afrique, à juste titre, se tournera vers d'autres horizons. La Russie, la Chine. La Chine. Tous ceux qui auront... Mais enfin, je veux dire, on ne peut pas blâmer l'Afrique. Si on fait mal notre travail, eh bien l'Afrique ira ailleurs. Ça ne veut pas dire que les autres feront mieux. Mais est-ce qu'on peut dire que vous comprenez quand même les réactions des populations africaines qui soutiennent ce coup de force en disant « Oui, ben là, on a coopéré avec l'Europe, ça n'a pas marché ». Moi, je suis une grande démocrate. Et donc, je ne soutiendrai jamais un coup d'État. La différence, c'est qu'il y a des gens européens qui soutiennent certains coups d'État et qui attaquent d'autres coups d'État. Est-ce que le Tchad n'est pas un coup d'État ? Et pourtant, M. Déby est soutenu par les Français. C'est un coup d'État. Merci, Madame. Et donc, je pense qu'on ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. À titre personnel, je suis contre tous les coups d'État parce que je préfère les processus démocratiques aux coups d'État. Quand, par contre, les gens qui détiennent la démocratie, par la démocratie, ne répondent pas aux attentes des peuples, sont corrompus et que les peuples savent qu'ils sont corrompus, ben parfois il n'y a pas d'autre solution pour les peuples. Mais jamais je ne défendrai un coup d'État. Et ce qui s'est passé par exemple au Burkina Faso, c'est dramatique. Parce que quelqu'un comme M. Kaboré, qui a eu un premier mandat, qui a fait de son possible pour répondre... Qui a été investi par le peuple. Qui a été investi par le peuple, du premier mandat, du second mandat, et à qui on a retiré le pouvoir par le biais d'un coup d'État, alors que c'est les militaires eux-mêmes qui ne faisaient pas leur travail sur le terrain, je trouve ça pas vraiment acceptable. Parce que les militaires, ce qui était, je dirais, attaqué au Burkina, c'était le fait que l'armée n'arrivait pas à protéger les populations. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est l'armée qui a repris le pouvoir à M. Kaboré. Ils n'avaient qu'à faire leur boulot avant, plutôt que de retirer leur pouvoir. Et donc, je trouve que là, les coups d'État, c'est toujours extrêmement compliqué. Et puis, vous savez, les militaires, quand ils prennent le pouvoir, c'est jamais sûr qu'ils le quittent. Merci beaucoup. Vous êtes coprésident de l'Assemblée parlementaire paritaire Union africaine ACP. Bon, cette semaine africaine, c'est votre groupe qui l'organise. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette semaine
par rapport aux défis qui sont communs entre l'Afrique et l'Europe? Bonjour, merci pour la question. Cette semaine africaine, c'est marqué c'est une semaine avec des valeurs pour discuter sans tabou les questions qui se posent dans la relation entre les deux continents. Et c'est une semaine africaine qui s'est réalisée dans un moment très important, dans le contexte d'une pandémie. Une pandémie où l'Union européenne a abouti à faire une réponse solidaire interne. Et je devrais dire que ça, c'est historique et c'est très important parce que sans un sens de solidarité interne, c'est plus difficile de mobiliser les gens pour la solidarité avec l'Afrique et avec les autres pays et régions plus vulnérables. Mais maintenant, on a le défi de faire ça, d'augmenter l'effort solidaire de l'Union européenne avec l'Afrique, avec les autres régions du globe. Et pour ça, je crois qu'il faut changer un peu la perception des gens. La perception des gens et aussi la structure même de la coopération. La perception d'une relation de donneur-bénéficiaire devra être changée pour une perception de partenariat entre égaux. Et ça, c'est très important parce qu'il faut mobiliser, il faut dire aussi aux citoyens européens, parce que nous sommes des démocraties, et pour faire des politiques, on a besoin d'avoir une majorité pour supporter cette politique. Il faut leur dire que quand l'Europe fait un investissement d'un euro, dans le combat pour la soutenabilité, dans le combat pour l'investissement juste, dans le combat pour la qualification des gens, il est à faire un investissement de 2 euros pour le monde et pour l'Europe elle-même. Cet investissement, ce n'est pas un donatif, c'est vraiment un investissement. Et c'est avec cette perspective qu'on devra utiliser par exemple le Globe Europe, que Marie a travaillé beaucoup à développer ces fonds qu'on a aussi le fonds climat que l'Europe devra appuyer très fortement. Qu'on devra gérer aussi, et je suis aussi relateur, shadow rapporteur, je ne sais pas comment traduire pour le français, mais le rapporteur des mécanismes d'ajustement du carbone au niveau des frontières. Nous devons aussi voir l'utilisation de ces mécanismes pour aider le développement, pour aider la capacitation des pays africains, par exemple, pour faire ce que dans le typique que Maria a parlé, pour faire un investissement qui tout gagne. Et c'est ça qui peut faire la différence entre l'Europe, la Chine et la Russie. La Chine fait une coopération financière qui diminue la liberté des pays africains pour la décision. La Russie fait une gestion du pouvoir. Les États-Unis font une gestion purement commerciale. Nous devons faire une gestion multilatérale. C'est tout l'intérêt de l'Afrique et de l'Union européenne, avoir une force multilatérale qui peut marquer la vision géopolitique du monde. Et quand on parle de l'Assemblée parlementaire paritaire, c'est la deuxième assemblée parlementaire du monde. On a 156 membres, 106 pays, et seulement l'Assemblée parlementaire des Nations Unies, c'est plus élargi. Et ça signifie une très forte opportunité de développer et d'approfondir la multilatéralité et la coopération à un même niveau. Ce n'est pas encore une réalité, mais c'est un chemin qu'on devra faire. Et à partir de la rentrée en vigueur de l'accord post-Cotonou, on aura 4 assemblées parlementaires, la grande assemblée avec l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique, et 3 assemblées régionales. C'est très important pour développer la société civile. Nous avons aussi un groupe de jeunesse, un groupe pour les femmes, et c'est très important d'avoir les gens à croire et à supporter démocratiquement
la coopération. Monsieur Zorino, justement, on va vous présenter quelques personnalités de la société civile qui vont montrer leurs propositions, leur modèle de réussite pour l'émergence de l'Afrique. Avant cela, on est aussi avec Muriel et Patrick qui auront peut-être rapidement, parce que le temps avance, une petite question chacun pour nos eurodéputés. Oui, moi j'aimerais avoir quand même, et ça c'est pas très défini et je n'arrive pas à le faire moi-même, j'aimerais bien qu'on m'explique très clairement quels sont les intérêts de chaque partie. Parce que quand on veut faire une coopération, il faut qu'on soit clair sur les intérêts des uns et des autres. Et là, à part, dire il faut pas qu'on fasse ci, il ne faut pas qu'on fasse là, oui, ok, mais quel est l'intérêt qu'on aurait de ce partenariat et quel serait l'intérêt des Africains aussi. Et sur qui on va s'appuyer d'un côté comme de l'autre. Parce que je pense que quand ça, c'est pas défini, est-ce qu'on a intérêt à ouvrir la migration, est-ce qu'on n'a pas intérêt, mais au moins qu'on le dise clairement et qu'on définisse clairement quels sont les intérêts réciproques, parce que je ne vois pas sur quoi on peut se baser pour aller plus loin. Voilà, c'était surtout ma question. Okay. Patrick, peut-être on va prendre votre question et après les eurodéputés vont répondre. Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, j'ai juste j'avais plusieurs questions, mais j'en pose une seule. Oui, peut-être après, on reviendra vers vous, oui. Merci. Oui, je voudrais savoir, en fait, comment l'Union européenne, en tant qu'institution, arrive à concilier les intérêts, je dirais, individuels de chaque État partie, en fait. Parce que c'est assez compliqué en termes de gestion. Parce que chaque État a ses ambitions, a ses intérêts sur le continent africain. Et comment arriver à concilier avec les ambitions de l'Union européenne en tant qu'institution? Donc plusieurs choses par rapport à ce qui est demandé, je commencerai par la dernière, a été constitué au niveau européen ce qu'on appelle Team Europe. Et donc c'est à la fois quelles sont les priorités du continent, enfin du projet européen et donc des 27 par rapport à l'Afrique, et quelles sont les relations particulières bilatérales que certains pays ont avec un certain nombre de pays en bilatéral. Soit économique, historique, politique, culturelle, ça existe. Il y a des relations particulières. Le Portugal a des relations particulières avec certains pays africains, la France, la Belgique. Et donc, mais ce qu'on a réussi à faire, c'est de faire converger ce que les pays individuellement parlant ont dans leurs relations bilatérales avec un ou deux pays africains et ce que le projet européen entend je dirais, renforcée avec les pays africains. Donc quand, par exemple, vous êtes dans un pays, vous allez avoir la délégation européenne qui va être dans le pays, avec, je dirais, pour objectif de promouvoir le projet européen que nous voulons développer avec l'Afrique. Et ils vont travailler avec les ambassades nationales qui sont dans ce pays et vraiment travailler sur... tiens, si on estime que la question environnementale est importante en termes de développement et en termes d'investissement dans ce pays, je prends par exemple l'Angola, par exemple, et si on dit la question environnementale est importante, eh bien l'argent de Global Europe, c'est-à-dire l'argent européen, va aller en priorité vers des projets de développement environnementale. Et chaque autre pays qui va être présent, le Portugal, l'Italie, la France, vont venir se greffer à ces projets en disant « nous, on a la possibilité de venir mettre notre aide bilatérale dans ce projet plus général qu'est le projet développé au niveau de l'Union européenne. » Et donc il va y avoir une force beaucoup plus intéressante, une cohérence beaucoup plus intéressante que ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'est-à-dire chacun agit de son côté de manière tout à fait non coordonnée. Donc ça, je pense que c'est une nouvelle manière de travailler qui est installée avec le continent africain. Donc c'est de coordonner l'approche européenne avec l'approche nationale dans chacun des pays. Par rapport à la première question, quel est le win-win qu'on peut trouver entre l'Union européenne et l'Afrique? Moi, je dis toujours, je prends toujours l'exemple du Niger, 90% de l'électricité française dépend de l'uranium du Niger.
Et donc c'est un win, ça. Donc c'est-à-dire que les Français sont gagnants, effectivement, de pouvoir être présents au Niger et de pouvoir avoir accès aux ressources nigérianes. Quel est le win du côté nigérien ? Normalement, ça devrait être des investissements porteurs de développement pour les populations. Et aujourd'hui, ça, on ne le voit pas tel quel. Alors, pour diverses raisons. La première, ce sont des contrats qui n'ont pas été signés d'une manière très transparente. Et donc, les populations ne comprennent pas bien ce que ça rapporte à l'État nigérien d'avoir une relation telle que celle-là. La deuxième, c'est sans doute que, par exemple, on n'a pas pris en considération le besoin de protéger les populations locales par rapport à l'accès à leurs ressources. Quand on a des investissements de ce type-là, on a besoin, par exemple, de l'eau, on a besoin du foncier, on a besoin... Et donc, le win-win serait de dire, il faut des investissements. L'Afrique est en déficit d'investissement. Et donc, il faut attirer des investisseurs en Afrique. Ça, c'est le win que les Africains pourraient avoir par rapport au win que les Européens ont d'avoir accès à des ressources. Et donc, on peut être un canal qui fait la promotion des investissements en Afrique. Mais en contrepartie, il va falloir que, du côté africain, on garantisse que ces investissements qui arrivent en Afrique puissent être ce qu'on appelle de due diligence, de responsabilité. Et moi, j'ai posé la question aux responsables africains en disant, entre un investisseur européen qui va être attentif, et c'est ce que Carlos disait, attentif aux valeurs, c'est-à-dire aux valeurs sociales et environnementales, mais qui va demander la transparence, donc qui va lutter contre la corruption, et un investisseur chinois qui va s'en foutre complètement de la question sociale et environnementale africaine et qui va donner un canal de corruption à des élites africaines. Lequel des deux allez-vous choisir ? Et j'ai posé clairement la question. Si vous êtes représentant de votre peuple, c'est-à-dire du bien-être de votre peuple, vous devrez choisir l'investissement qui ne vous enchérit pas personnellement, mais qui va enchérir, qui va donner de la richesse à votre population. Et donc, vous devriez choisir, dans l'intérêt des peuples, un investissement qui est un investissement européen parce qu'il va être respectueux de la population. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Je ne dis pas que les investissements européens sont respectueux de la population, mais c'est ce qu'on veut, nous. Et c'est ce qu'on va plaider aujourd'hui dans les relations Union européenne-Afrique, et c'est ce qu'on veut changer comme paradigme par rapport à la nécessité d'investir en Afrique. Justement, on va, avant de poursuivre, vous montrer des modèles inspirants. Start on a piece of paper, and from a piece of paper it becomes this. Malaika is a community-driven program. We have a school, a community center, we build wells, and we have an agriculture program. So it's all an ecosystem. Malaika School, it's from 5 years old to 18 years old. We give them breakfast, lunch, they have holistic curriculum. It's about the community coming together and a team coming together. We built in a village where there is no water, where there is no electricity. So it was very important that yes, we have a school, yes, we have a community center, but how can we serve the community too, and how we can work together. The success of Malaika is to work as a team with a vision, with values, and I think when you walk all around the school, you see a lot of key words about what is the value, what is the mission of Malaika. La mission principale de Malaika, c'est celle de produire une génération future, des jeunes leaders consciencieux, capables d'impacter positivement. Noéla Koursaris-Moussounka, vous êtes la fondatrice de Malaika. Vous pouvez nous en dire plus? Okay, so I set up Malaika, a community-driven ecosystem 15 years ago that can be duplicated in any context around the world. It includes a school for girls, a free school for girls where we have 400 girls, a community center where we teach more than 5,000 people
a year, youth and adult. And end of this month, we're launching technical classes, mechanic and electricity with Caterpillar Foundation. We grow our own food. We have a farming where we teach about organic farming, and we go back to the canteen of the school. We build and refurbish more than 23 wells, and we emphasize a lot our education with STEMs, with coding to our students. It took 15 years to build all of that. It's a lot of challenges. We're working in a village where there is no water, where there's no electricity. Je pense que c'est important et je pense qu'Innocent sera là aussi. On représente une génération qui veut un changement pour l'Afrique par l'éducation, par la santé, par le biais de travailler together. Moi, je ne prends aucun salaire de ma fondation. I give my time, my passion, and I want really to create the next leaders of the continent, and where they will bring their skills and they will create a human capability to rule the country and the continent. On va passer à Inos. Avant, on va peut-être introduire Inos en visuel, en montrant aussi ses actions. Et alors après, on pourra échanger au niveau des questions et des impressions des eurodéputés. Innocent Baloumé, qui est connu sous son nom de star Inos, est une star internationale d'origine congolaise. Il a des centaines de millions de vues sur YouTube, des millions de followers sur les réseaux sociaux. Et nous découvrons, au-delà de son talent artistique... Mais vraiment, c'est un talent immense. Oui, vraiment un immense talent artistique. Nous découvrons son militantisme et son engagement en faveur des plus démunis. On le voit même à côté des stars internationales comme Ben Affleck, qui est aussi engagé à l'est de la RDC, d'où Inos est originaire. Et on voit les maisons que Inos a construites. Donc le village que Inos a construit suite à la dernière éruption volcanique à l'est de la RDC. Alors Inos, concrètement, qu'avez-vous fait? D'abord, bonjour Inos. Salut Mona, salut les eurodéputés, salut et merci aussi au passage de ma sister que j'aime beaucoup, Noëlla. Voilà, merci à vous tous pour cette plateforme, pour me donner l'opportunité de m'exprimer. Je ne sais pas, je parle en anglais ou en français? En français, tu peux parler en français si tu es plus à l'aise en français. Ok. Donc voilà, là, les images que vous avez vues, c'était par rapport à la tragédie qui s'est passée dernièrement chez moi à Goma, ma ville natale. Et comme vous le savez, nous sommes à Goma, c'est une ville qui est entre le volcan Nyiragongo, les grands volcans Nyiragongo, et le lac Kivu. Et là, au milieu, il y a la ville de Goma. Du coup, il y avait éruption volcanique. Et moi, comme je suis déjà basé à Kinshasa, je n'étais pas sur place, mais je me suis rappelé que la dernière fois que ça s'est passé, c'était en 2002 et j'étais vraiment gamin chez moi à Goma. Donc l'expérience là, tous les mauvais souvenirs se sont encore réveillés dans ma mémoire. Et je me suis dit, comme c'était une situation que je maîtrisais bien, je connais la galère que nous avons traversée avec toutes nos familles confondues. Nous avons tout perdu en même temps et je me suis dit que voilà, ces sinistrés-là, toutes ces familles qui ont tout perdu, avaient juste besoin de se sentir un peu en sécurité. Ils avaient besoin de se sentir sous un toit. Alors, nous avons initié ces projets-là ensemble avec ma fondation IF. Nous avons voulu améliorer un peu leur façon de vivre parce que voilà, quand il y a beaucoup de problèmes comme ça, et il y a ces problèmes aussi de trouver des solutions rapidement, que ce soit du côté de toutes ces familles-là et même du côté des responsabilités qui doivent être prises par les gouvernements. Donc, alors, nous avons décidé de lancer une récolte de fonds qui avait bien marché par rapport au timing, par rapport aussi qu'on n'avait pas organisé des soirées gala. Tout s'est passé que sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très reconnaissant envers toutes ces personnes qui me suivent de très près
et qui m'accompagnent sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, en tant qu'artiste, je suis capable d'utiliser cette plateforme pour aussi passer d'autres messages, pour aussi aider et soutenir ceux qui sont dans les besoins. Donc c'est pour ça que nous avons fait ça et ça a plutôt bien marché et on a fait ces projets-là en 2 mois, je pense. Et aujourd'hui, je suis fier de participer à cet échange parce que je pense que des échanges comme ça, c'est toujours fructueux parce que les problèmes s'est passé à Goma, mais ceux qui ont participé n'étaient pas seulement des personnes de Goma, il y avait des personnes de tous les pays ici, il y avait des amis, nos amis comme en Belgique là-bas, comme M. Lokman, et toutes ces personnes qui ont même participé dans l'anonymat, qui n'ont pas voulu nous dire leur nom, mais en tout cas, voilà, quand nous avons des plateformes comme ça, et on trouve des solutions, des personnes de bonne volonté de partout. Merci Inos, merci Noëlla. Peut-être Monsieur Zorrinho, vous avez quelque chose à dire par rapport à la question de... Non, seulement parce que... Voilà, et alors on va peut-être vous demander... La question c'est fait au-delà, mais j'ai répondu. Quelles sont vos impressions par rapport au témoignage? Je vais répondre d'une façon très rapide. C'est extraordinaire voir ces projets en concret parce que il faut avoir des valeurs partagées, il faut avoir des programmes politiques, mais il faut être aussi pragmatique. Et la question essentielle, c'est les gens, en concret, veulent les conditions de vie qui changent d'une façon positive avec l'effort qu'on fait en conjoint. Et ça, c'est absolument important. Je crois que pour répondre très, très vite à des questions qui ont été faites, le win-win, c'est le fondamental. Je crois que nous sommes à 2 semaines de la sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne. Il faut faire une exigence forte d'un programme d'action, d'une stratégie qui peut réduire l'inégalité, qui peut combattre la pauvreté et qui peuvent développer, aider à un développement soutenable au niveau du numérique, au niveau de l'énergie, au niveau de la science, de la production des vaccins, au niveau aussi d'une vision bilatérale de la mobilité. Ça nous ferons une très forte discussion, et je n'irai pas maintenant pour là, mais je crois qu'on peut avoir une vision bilatérale de la mobilité. Finalement, la question comment les 27 pays, oui, il y a des relations bilatérales, parce qu'il y a des relations culturelles qui viennent du passé, mais c'est la multiculturalité qui peut nous donner une réponse. Et c'est la multiculturalité qui peut approximer les peuples. Et je crois que quand on a des relations entre les peuples, sont plus structurelles que les relations entre les gouvernements, parce que les gouvernements changent, et ça c'est normal. Okay. Je tiens aussi à préciser que Inos, Noëlla et Charlotte sont invités le 8 et le 9 février au Parlement européen. Je sais que Noëlla doit être à New York, donc malheureusement, elle ne pourra pas cette fois-ci. Inos sera physiquement présent. Donc, et Inos pourra aussi vous rencontrer et poursuivre cet échange par rapport à ces actions et aux futures actions qu'ils veulent entreprendre, de même que Noëlla. On devait être avec Charlotte en ligne, mais malheureusement, on a un problème de connexion, donc on n'arrive pas à la voir, mais de toute façon, elle sera là aussi pendant la semaine Afrique. Et donc, on aura l'occasion d'échanger avec Muriel, Patrick. Peut-être vous avez d'autres questions ou quelque chose à rajouter par rapport aux différentes interventions? Peut-être Mme Marina qui est ici, elle pouvait réagir par exemple à ces 2 vidéos. Oui. Alors, moi, je trouve toujours les initiatives telles que celle-là formidables parce que, Carlos le disait, c'est une solidarité qui s'exprime par rapport à des cas, on a vu à Goma, de voir des populations... Vous avez déjà été à Goma, hein? Oui, vous bien connaissez sûr, bien. oui, tout à fait. Mais pas seulement à Goma. Par contre, moi, ce qui me dérange fondamentalement, et c'est vraiment quelque chose qu'on doit continuer à dire sans relâche, c'est si le Congo ou d'autres pays géraient correctement ses ressources, il n'aurait pas besoin de fondations pour créer des écoles.
Et donc, faire porter la responsabilité de l'éducation, de la santé, de l'humanitaire, tel que ça s'est fait à Goma, sur le bon vouloir d'individus tels que ceux qu'on a vus, je trouve que ce n'est pas juste. Et ça véhicule une idée que le continent africain a besoin d'aide. Le continent africain est le continent le plus riche du monde. Oui, l'aide, c'est différent. Le plus riche du monde. La population africaine est la population la plus pauvre du monde. Et donc, Carlos disait tout à l'heure, nos citoyens européens doivent être convaincus de ce qu'un euro investi en Afrique, c'est 2 euros qui reviennent au monde. Mais il faut qu'on convainque aussi nos citoyens européens que toute la richesse que nous bâtissons en Europe dépend de l'Afrique. Et donc, voilà, on a une responsabilité, les gouvernements africains ont une responsabilité, et moi, voir que l'éducation dépend d'une fondation, ça ne me plaît absolument pas. Moi, je suis socialiste au sens que l'éducation, c'est une affaire publique. Donc c'est l'État qui doit organiser l'éducation pour tout le monde. Et donc il en va de la responsabilité de l'État congolais ici, mais de tous les États, de pouvoir garantir que l'éducation soit de qualité pour tous les Congolais ou pour tous les Africains. Okay, merci. Muriel Patrick, rapidement, parce qu'après on va passer à l'initiateur de l'Africa Week et on va prendre congé avec l'eurodéputé Carlos Zorrinho qui doit vraiment partir Exactement, pour faire la présidence de l'Assemblée parlementaire à midi. Et de toute façon, on se reverra le 8, le 9 durant la semaine Afrique. Je vous remercie beaucoup. Et nous, on va continuer rapidement pour passer la parole aussi à l'initiateur de l'événement même. Donc, Patrick, Muriel, rapidement, s'il vous plaît. Non, je ne me prononcerai pas pour le moment sur tout ce que j'ai entendu là. Je trouve que parfois on est un peu... on dirait qu'il n'y a que nous qui... Enfin, je ne sais pas, moi je connais quand même un certain nombre de pays. Je ne dis pas que les réalités sont toujours merveilleuses et que la gouvernance est toujours la meilleure, on est bien d'accord. Mais je ne sais pas, en face de moi j'ai des gens qui peuvent... discuter de tout ce qu'on a dit et qui sont très conscients. Et il y a la société civile qui se bat énormément. Il y a des hommes, il y a des entrepreneurs qui font aussi des choses bien. Il y a aussi des relations entre des étrangers et condamner toutes les sociétés chinoises comme ça. D'abord, dans un pays, ce qui va dépendre du comportement des entreprises, c'est si on leur fait appliquer les lois. Alors quand, en effet, il y a des grandes entreprises chinoises dans le domaine minier au Congo qui appliquent des lois. Maintenant, il y a des petites entreprises, etc. Mais je veux dire, cette espèce de vision toujours un peu manichéenne des choses, ça me gêne un peu. Et puis, je pense que il y a des... Enfin, en tous les cas, même, je ne connais pas tous les dirigeants, mais il y a des personnes qui sont capables de défendre leurs intérêts, de défendre... On n'a pas besoin de leur dire, si vous faites comme ça, il vaut mieux que... Non, je pense que nous, on peut montrer quels sont nos désirs, qu'est-ce qu'on veut faire, Muriel, Madame Arena va peut-être faire sa remarque par rapport, et on va passer la parole à Udo Bullmann, parce qu'on arrive vraiment à la fin. Madame Arena, vous étiez en train de faire... Non, mais moi, je ne fais pas de généralité. Je fais une évaluation de ce qu'il y a aujourd'hui. Si ça marchait si bien, on ne serait pas en train de se poser la question aujourd'hui des questions de pauvreté, des questions de situation dramatique des populations dans pas mal de pays aujourd'hui en Afrique. Je disais tout à l'heure, le continent africain est un des continents les plus riches. Et c'est dans le classement des populations, les populations les plus pauvres au monde. Donc ça, c'est un constat. Et avec ce constat, on ne peut pas dire que tout ce qu'on fait est bien. Donc ayons au moins la capacité de dire, de notre part, je parle du côté européen, mais je ne voudrais pas mettre la responsabilité uniquement sur la responsabilité des autres. Je pense qu'on est tous responsables d'une situation qui, aujourd'hui, n'est pas satisfaisante pour les populations. Voilà.
On va passer à M. Udo Bullmann, coordinateur de l'initiative. Thanks so much. Voilà. Merci beaucoup. Thanks so much all that have contributed to this rich debate. Allow me to come back to the contributions of Noella and Inas, because they showcase what we are talking about, like in a nutshell. And the key word is empowerment. They show with their initiatives how to empower people. And that's of the essence for what we are talking about. You will find lots of guys talking about the new partnership between the African nations and Europe. You will find all the bankers, the politicians, they can count the numbers, and then they will tell you that we have some 80 billion for the next 5 years to invest in the global Europe initiative. If you take together all the European countries, then it's much more, Team Europe, much more than 100 billion. You know exactly that there is a gap of infrastructure investment of 100 billion each year in Africa. So they talk about leverage, they talk about mixed blended finances. I tell you what the best investment for leverage is. The best investment for leverage is people, is human development, is education, is healthcare, is empowering the young generation to have faith in their future. And this is the issue that we have to talk about. This is core for us in the Socialists and Democrats, and this is core of what we offer as a partnership for young, but not only for the young Africans in their countries and in our collaboration. And therefore, I very much would like to make you appetite to tune in for our conversation starting the 8th of February next week. In our Africa Week, there is plenty of occasions to participate. We will talk exactly about that, and I very much hope to see you all in. Thank you very much for this morning. Merci beaucoup, Monsieur Udo Bullmann. Madame Arena, donc j'ai une question. Vous êtes de Euronews en ce qui concerne le Mali, toujours. Donc, concernant la force Tabouka, donc peut-elle servir d'exemple pour d'autres missions extérieures de l'Union européenne à l'avenir? C'est une grande question, ça, oui. Parce que c'est que quand je parlais tout à l'heure des 3 piliers sur lesquels on doit travailler sur l'Afrique, c'est sur la question sécuritaire. Moi, je pense que si les pays du Sahel demandent de pouvoir être soutenus pour la lutte contre la criminalité et le djihadisme dans leur région, on doit pouvoir les aider pour le faire, parce que le développement passe aussi par la question sécuritaire. Mais il faut qu'on le fasse ensemble, dans l'intérêt des populations. Qu'il y ait une force européenne présente sur le territoire à la demande des pays du Sahel, je pense que c'est nécessaire, effectivement, de le faire. Ça ne peut pas se résumer à ça. Parce que si on répond à la question sécuritaire uniquement par la présence militaire, c'est ce qu'on a eu en Afghanistan, et on a vu ce que ça a fait après 20 ans, eh bien, on va droit vers l'échec. Donc oui, à une collaboration militaire qui permet aux armées qui malheureusement aujourd'hui ne sont pas suffisamment équipées, formées, de lutter contre des criminels qui ont plus d'armes que les armées régulières. Oui, il faut le faire, mais ça ne peut pas être la seule solution. Merci, madame. Alors, Udo Bullmann, une question de Politico concernant la Covid-19. Donc, est-ce que le groupe socialiste et démocrate travaille sur une quelconque initiative pour mettre plus de pression sur les leaders européens sur le sujet de droit sur la propriété intellectuelle des vaccins? We have been very outspoken from the outset that we have to use all measures, I say again, all measures that are suitable to improve the situation in Africa. That means we have to steer up production in African countries themselves and give support to that we have to share vaccines, and that we also have to talk about property rights, because the most important thing is to save lives, wherever in Africa and Europe, all around the globe. And only if everybody is safe, we all are safe. This is our message to European leaders, and this is also our message to the summit.
Merci. Alors, une dernière de l'Agence Europe, Madame Maria-Arena. Donc, l'Afrique, peu de morts au niveau de la Covid, et on parle de solidarité avec l'Afrique, les livraisons des vaccins. N'avons-nous pas plus à apprendre de ce continent? Ça, c'est la question de l'Agence Europe. Alors, vous savez, la réalité du continent africain par rapport à la question du Covid est assez différente de la réalité européenne de par sa population. Donc, on a une population beaucoup plus jeune que la population européenne. De par aussi les modes de vie, les gens vivent plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Nous, on a des modes très confinés au niveau du continent européen, mais aussi de par un certain nombre de pratiques médicales qui anticipent aussi. En Afrique, on a été confrontés souvent à des pandémies beaucoup plus mortelles. Ebola, le paludisme, toutes ces choses-là font partie du quotidien africain. Et donc les comportements à l'égard de ces maladies transmissibles sont déjà intégrés dans les modes de fonctionnement. Mais à côté de ça, il y a une vraie difficulté, c'est que les systèmes de santé sont beaucoup moins efficaces par contre. Et donc autant on a des populations plus résilientes, pour ce que je viens d'expliquer, mais en même temps, quand le cas est grave, le système de santé peut difficilement répondre. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est important, malgré tout, de réfléchir à la question de la vaccination des populations les plus vulnérables, parce que les systèmes de santé ne vont pas pouvoir les prendre en compte aussi rapidement. Donc, ce n'est pas l'accès à la vaccination généralisée tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui en Europe, parce que le besoin n'est pas le même, mais par contre, il y a des populations vulnérables qui ont besoin effectivement de cette vaccination. C'est la raison pour laquelle on travaille sur la possibilité d'avoir un accès plus facile aux vaccins pour les populations. Okay. Merci.